Merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne pour ce nouveau numéro d'Enquête de région. Les beaux jours arrivent, alors on va vous proposer un petit air de vacances. On va parler tourisme. La Bretagne attire aujourd'hui une nouvelle clientèle en faisant un peu oublier ses traditionnels séjours à la mer, son patrimoine naturel. Et des envies de vacances plus écologiques, plus responsables sont aujourd'hui de véritables cartes à jouer. Et si l'on assistait à un tourisme nouvelle vague? C'est la question que nous posons ce mois-ci. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. Notre grand témoin est ce mois-ci Audrey Legardeur, la directrice du comité régional du tourisme. Nous nous intéresserons aux écolodges, ce nouveau type d'hébergement séduit de plus en plus de vacanciers soucieux de vivre en symbiose avec la nature et le respect de l'environnement. Le tourisme nature, c'est aussi marcher au grand air. La randonnée pédestre est aujourd'hui plébiscitée. Nous vous proposerons une balade sur le GR34, le sentier douanier préféré des Français, qui fête cette année ses 50 ans. La Bretagne se découvre aussi au fil de l'eau. Notre région joue désormais la carte du tourisme fluvial via les croisières, le sport et les activités de loisirs, coup de projecteur sur une nouvelle offre, les gîtes de pêche. Enfin, nous irons à Carnouët dans les Côtes-d'Armor, au cœur de la vallée des Saints. Depuis sa création en 2008, 1 million de visiteurs sont venus admirer les sculptures monumentales de granit. La Bretagne a trouvé son île de Pâques. Merci Audrey Legardeur d'avoir accepté notre invitation. On va parler tourisme qui est, rappelons-le, un secteur clé pour l'économie de la région. On va commencer par un petit bilan de santé. Les clignotants sont apparemment au vert. Le bilan 2017 a été plutôt bon. Ça a été une très bonne année 2017, la meilleure depuis 10 ans en fait, avec presque 100 millions de nuitées touristiques enregistrées sur l'ensemble de l'année. Plus 3,2% par rapport à 2016. Tout à fait. C'est en constante augmentation. Alors budget moyen, 1 222 € par séjour, ça fait 47 € par nuitée. Ça veut dire que le touriste qui vient en Bretagne dépense un peu plus que par rapport à d'autres régions? Alors oui, il faut toujours faire attention aux moyennes, parce qu'en fait ça dépend, c'est une règle de 3 qu'on applique entre le nombre de jours, le nombre de touristes et la durée moyenne du séjour. Mais oui, en moyenne, ça permet de dire que les touristes dépensent un peu plus en Bretagne que ce qu'ils dépensent sur d'autres territoires français. En termes de fréquentation, la Bretagne se classe comment par rapport à d'autres régions? Alors on était très très bien classé avec les grandes régions, on a forcément perdu un peu de classement, mais on reste dans les 4-5 premières régions françaises en matière de fréquentation touristique. Et les prévisions s'annoncent bien, l'été s'annonce bien. J'ai vu une récente enquête, là, 5% des Français comptent passer leurs vacances d'été en Bretagne. C'est plutôt un bon pourcentage? Alors, c'est pas sur l'été, c'est sur les vacances d'avril. Mais effectivement, aujourd'hui, la Bretagne reste la destination la plus plébiscitée par les Français pour ces vacances. Donc, on vous dira à la fin des vacances d'avril et à la fin du mois si les estimations étaient bonnes. Quel type de touristes? Ce sont plutôt des familles, des personnes qui viennent seules, en amis? Est-ce que vous avez déjà à peu près dessiné le profil du touriste type en Bretagne? Alors on a fait une très grande enquête l'année dernière, notre enquête Reflet, qui nous a permis de bien comprendre les types de visiteurs qu'on avait en Bretagne. Et ce sont à 42% des couples et à 46% des familles. Donc on est vraiment sur un tourisme et familial et de couple. Donc vous adaptez l'offre de séjour aussi par rapport à ce type de clientèle? Alors, aujourd'hui, il y a une offre qui est de toute façon très familiale en Bretagne. On a beaucoup de résidences secondaires, beaucoup d'hébergements en hôtellerie qui sont souvent plébiscités par les couples. Donc effectivement, on regarde quelles sont les tendances mondiales, on regarde notre offre et en fonction de tout ça, on essaie de trouver le positionnement qui est le plus vertueux et le plus acceptable pour le territoire. Alors vous parlez de tendances mondiales, vous allez chercher de nouvelles clientèles, vous allez très très loin, vous allez notamment sur le marché asiatique? Chercher des nouvelles clientèles, ouais. Alors, on a effectivement une stratégie qui consiste à essayer de diversifier les clientèles qui viennent en Bretagne. Alors, pas en allant chercher le tourisme asiatique tel qu'on a pu le connaître en France ou dans d'autres régions, mais simplement pour s'ouvrir à d'autres territoires qui seraient intéressés par le positionnement de la Bretagne, durable, qu'on évoquera tout au long de l'émission, mais aussi par l'offre qu'on a à mettre en avant sur l'identité, sur le patrimoine, sur la culture. Donc on va effectivement mener des actions de promotion en Chine, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Ça veut dire que la Bretagne aujourd'hui dégage l'image d'un tourisme, on va dire, qualitatif? Très qualitatif. Ouais. Et c'est vraiment le positionnement sur lequel on souhaite rester. Alors, on va parler du tourisme vert, de l'écotourisme, c'est le thème de notre émission. Une carte qui a décidé de jouer la Bretagne, choix judicieux si l'on en croit cette enquête. Regardez les critères de séjour en Bretagne. 69% des personnes qui viennent en Bretagne viennent pour la nature et les paysages, 38% pour le patrimoine culturel, seulement 26% pour les plages, j'ai envie de dire, et seulement 15%, heureusement, pour le climat. Ça permet de revoir aussi quelques idées reçues.
La Bretagne, c'était avant tout dans l'imaginaire collectif la région balnéaire par excellence. Alors les professionnels ont bien compris l'émergence de l'écotourisme et pour répondre à la demande, une nouvelle offre d'hébergement se développe. On voit apparaître notamment les écolodges. Ces gîtes écologiques ont de plus en plus de succès. Nombreux sont ceux qui souhaitent, pour leurs vacances, retrouver de l'authenticité et un vrai retour à la nature. Regardez. On s'est arrêté ici pour voir les petites fleurs qui poussent. Vous allez au cœur de vos pissenlits et là, vous avez un petit bouton floral. Donc le couper et le manger comme ça, c'est délicieux. La démarche est originale et visiblement séduisante. Cœur de pissenlit. C'est bon ? Super beau. À travers champs et sous-bois, un groupe de curieux suit le guide à la recherche de primes verts, plantains, lamiers pourpres, orties et autres bonnes herbes. L'objectif, apprendre à les identifier pour les cuisiner. C'est le nombril de Vénus, ou appelé aussi ombilic, qui se mange à l'état cru essentiellement, donc en salade, ou bien je m'en sers également en contenant, en mettant un petit fromage frais à l'intérieur. Peu à peu, les paniers se remplissent, tout comme les carnets de notes. Mon motif, c'est de découvrir des plantes de la nature, soi-disant mauvaises herbes, et bien en fait qu'on peut les manger, et changer aussi son alimentation. C'est sûr qu'à notre époque, on se pose beaucoup de questions sur la façon dont on vit, dont on consomme. Donc, on essaye dans la mesure du possible de faire un petit peu plus attention, effectivement. Allier le bien-être à l'éthique, c'est le but des écotouristes, un public très souvent sensible à l'environnement. Le bilan carbone est bon quand on ramasse des pissenlits dans sa pelouse, au lieu d'aller à Supérette ou au magasin du coin ou au marché du coin. On use juste ses godasses pour y aller, quoi. On a été habitué justement à vivre artificiellement maintenant avec des engrais, et des pesticides et tout. Il faut revenir à l'essentiel de la vie qui est naturel, ce que nos ancêtres faisaient. Le retour aux sources, un leitmotiv du tourisme vert. Ici, vous avez le bain nordique. Un tourisme en plein essor, avec une demande très supérieure à l'offre. Pour réserver un week-end dans ces écolodges perdus dans la campagne bretonne, il faut compter 2 mois d'attente. Les écolodges sont des petites maisons passives qui sont entièrement isolées. Il y a plus de 40 cm de chambre. La chaleur s'y accumule et la restitution se fait à l'intérieur. Il fait bon. Ouais, c'est pour ça qu'il fait doux à peu près toute l'année. Dans le gîte voisin, un premier couple s'est déjà installé. Pour leur week-end en amoureux, ces 2 Sartois privilégient toujours ce genre d'hébergement écologique. Le week-end insolite amène des souvenirs précieux, moi je trouve. Il y a des souvenirs qui se créent avec chaque meuble, chaque décor. Puis permet de découvrir aussi ce que les gens ont fait de leurs mains, en fait, on va dire, de leur projet aussi, qui est très intéressant. Ouais. Leur éthique. Il y a une énergie qui est particulière, souvent on s'y sent bien. Il y a eu tellement d'amour dans la construction que du coup on sent cet amour. Sans chauffage ni télé, équipés de toilettes sèches, ces écolodges n'en sont pas moins confortables. C'est ce qui fait désormais le succès de l'écotourisme. Aussi écolo soit-on, il est plus agréable de se mettre au vert dans la volupté que dans l'austérité. D'ailleurs, l'autre couple fait déjà trempette dans le bain nordique chauffé au bois. Il n'y a pas le bruit comme on va à la piscine, où on a des bains à bulles, où il y a des gens qui crient. Là, il n'y a pas tout ça. On entend les petits oiseaux qui chantent dans les arbres. Et rien d'autre, les oiseaux. Donc c'est génial. Et le feu qui crépite. Et le feu qui crépite, ouais. C'est chouette. Vas-y, approche-toi. Stimuler les sens, mais d'une autre façon, c'est aussi ce que propose cette ferme pédagogique. Tu peux même lui faire une caresse là déjà pour lui dire bonjour si tu veux. Donc ça c'est Noisette. D'accord ? Pour beaucoup de citadins, le dépaysement répond à un besoin grandissant, Les gourmands, aussi bien des adultes que des enfants. On ne sait pas l'heure, on ne voit pas l'heure, donc du coup on voit la nature à la place de l'heure et je trouve que c'est très beau. Le chef, comment il s'appelle ? Fais doucement, Lydie. Tu veux que je te dise ? Non, comment il s'appelle ? Ah oui, là-bas. Il s'appelle Arthur. Arthur. C'est vrai que la semaine, avec le travail, tout le monde a son petit rythme et puis et là on est vraiment tous les 4, donc non, c'est vraiment super sympa.
On se coupe vraiment de notre vie quotidienne et donc forcément c'est vraiment une déconnexion totale. Dès qu'on a ouvert, en fait, on a trouvé de l'autre côté un écho, on va dire, rapide. Les gens, c'était une demande. Là, ils se posent avec l'animal, en fait. Tandis que les uns se promènent et que les autres se reposent, l'heure du repas va bientôt sonner pour nos amateurs d'herbes fraîches. Ça pique, c'est poivré, c'est nouveau, oui. Tout le monde s'est affairé en cuisine pour concocter un menu inédit. Un menu, non pas de consommateurs, mais de militants du mieux vivre. À la santé, et puis à la nature. Ah oui, aux plantes et à ceux qui les croûtent. Voilà. Voilà, et nous accueillons Hélène Rosé-Séné, la gérante de la Belle Verte, l'écologe que nous venons de découvrir dans ce reportage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout d'abord, félicitations, puisque vous avez reçu l'année dernière le trophée du tourisme durable dans la catégorie hébergement. Trophée, vous avez reçu la majorité de votes du public et des professionnels, c'est ça? C'est ça. C'est une vraie carte de visite aujourd'hui maintenant? Oui, en fait, c'est une belle carte de visite parce que c'est vrai que c'est un jury de professionnels qui nous sélectionne dans un premier temps et ensuite c'est le grand public qui va voter pour mon hébergement en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est une double reconnaissance. Ça veut dire que d'un point de vue professionnel, on fait un bon travail et on est apprécié du public. Alors, vous avez créé ce gîte un peu particulier, ce gîte écologique, il y a 5 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? Est-ce que c'est une vraie démarche personnelle militante, on va dire, ou c'est plus de l'opportunisme économique, c'est-à-dire que la mode du durable est aujourd'hui réelle, et vous avez dit, il y a peut-être une niche là à chercher? Alors non, je n'allais pas chercher la niche. En fait, j'ai une formation tourisme. J'ai fait du tourisme depuis 15 ans et j'ai acheté ce lieu en Bretagne pour un retour aux sources pour ma part, il y a 10 ans. Et au bout de 5 ans, j'avais vraiment envie de réaliser, faire une proposition touristique qui ressemble à mon mode de vie. Parce que je me suis dit, moi, quand je pars en vacances, je ne trouve pas un lieu qui va répondre à mes envies en termes de rythme, en termes d'écologie, en termes d'habitat, c'est-à-dire un habitat qui soit sain, qui ne soit pas rempli de peinture, etc. Là, on est loin des gîtes classiques, on va dire, loin des résidences hôtelières standards. Oui. C'est une démarche contre la standardisation, on va dire. Tout à fait. Ouais. Je voulais proposer autre chose. Je connaissais le marché et je voulais proposer autre chose, mais qui me ressemble. C'était pas pour faire plaisir à une clientèle, c'est vraiment pour me faire plaisir en premier lieu. Et je réalise que ça plaît à beaucoup de gens. Alors, quand on décide de partir dans l'aventure d'un écologe, le cahier des charges est plus contraignant, plus rigoureux? Pas quand on est déjà en lien avec l'écologie, en lien avec l'éco-construction. Mon mari, à l'époque, était artisan dans les énergies renouvelables et c'était une continuité pour lui, cette construction. C'était pas une découverte. Donc, quand on est déjà dans le milieu, c'est moins difficile. Alors, c'est pas un toit que vous proposez, c'est une philosophie de vacances. Oui. Ouais. Bien pour le corps, bien pour l'esprit et bon pour l'environnement. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est apprendre à se poser. Moi, je propose souvent aux gens de ne rien faire. Alors, c'est surprenant de ne rien faire, mais quand on a des vies aussi folles que celles qu'on a en ce moment, savoir s'arrêter et prendre un bouquin en regardant, en écoutant les petits oiseaux, ça devient du luxe. On voit de plus en plus d'écologes là, pousser en Bretagne? Alors d'écolage, mais cette tendance de consommation de manière générale, c'est-à-dire un retour aux sources, simplement l'envie de prendre du temps et effectivement c'est possible en Bretagne. Est-ce que c'est facile de venir aujourd'hui? Bon, on voit là votre carnet de réservation est plein pour les prochains mois, mais c'est une clientèle, on va dire, fidèle. Vous arrivez à capter, à régénérer votre clientèle? Oui, j'ai différents types de clientèle, bien sûr. Il y en a qui viennent depuis le début, depuis 5 ans, qui viennent chaque année. Ça reste une part faible de ma clientèle. C'est vrai que c'est tous les ans, il faut renouveler, il faut réussir à capter des personnes. Mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de citadins qui ont envie de venir. Et c'est vrai qu'avec la démarche sans voiture
En Bretagne sans ma voiture, on a de plus en plus de gens qui se disent bah, tiens, c'est possible maintenant de venir en Bretagne. Et nous, on fait tout pour les inviter, ces gens-là. Et on leur propose même une petite réduction s'ils viennent en mobilité douce. Alors, c'est un vrai séjour à la carte, hein, c'est-à-dire bien-être physique, on mange bien, il y a des activités ludiques. Voilà, c'est vraiment un panel que vous proposez, un panier complet. Il n'y a rien d'obligatoire. Il y a des gens qui viennent uniquement pour la nuit avec le petit déjeuner. Ensuite, c'est comme si on allait au restaurant, qu'on ouvrait le menu. Moi, j'ai envie d'ajouter un massage, moi, j'ai envie d'ajouter un bain, un repas, etc. Chacun concocte son séjour en fonction de ses envies. Alors, est-ce que c'est une clientèle, je vais dire le mot, élitiste ? Est-ce que c'est un séjour qui coûte plus cher qu'un séjour standard dans un hôtel breton ou... Alors, pour ma part, j'ai tenu à conserver des tarifs qui sont tout à fait abordables. Je suis même, en général, beaucoup moins cher qu'un séjour en cabane dans les arbres. Parce que je voulais aussi rendre ce tourisme-là accessible et ouvert à une majorité de personnes, quoi. Alors, Audrey Le Gardeur, l'écotourisme, on sent que la Bretagne s'engouffre dans ce créneau, on peut appeler ça un créneau. C'est pas évident, hein, pourtant, de convaincre cette nouvelle clientèle. On a regardé un sondage là, sur le choix de l'hébergement en Bretagne. Il répond d'abord à la localisation. Voilà, les Bretons viennent en Bretagne par rapport à la localisation de leur séjour, 79%. L'originalité de leur séjour, 11%. Et seulement, pour 9%, c'est pour respecter l'environnement. Donc, il y a encore des gens à convaincre. En fait, nous, c'est justement ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que faire du tourisme durable, c'est pas forcément faire du tourisme éco-responsable ou compliqué. C'est justement de montrer qu'on peut tout à fait respecter l'environnement, avoir des vacances agréables, que c'est pas ennuyeux, que c'est pas contraignant, que c'est sympathique et qu'on peut tout faire en fait. Alors, pour l'instant, les gens pensent le contraire. Hein. Pour 72%, il est trop coûteux. Pour 55%, il est trop contraignant. Mais pour 74%, on va voir le tableau. Ils pensent que c'est l'avenir. Il y a un vrai, on va dire, excusez-moi le mot, un vrai marketing à développer sur cet écotourisme, non ? Alors, marketing, en fait, oui et non. C'est-à-dire que, encore une fois, vous parliez tout à l'heure de qualité. L'objectif, c'est de faire la démonstration que ça fonctionne et de montrer ce qui existe vraiment. On n'est pas du tout dans de l'affichage, ce qu'on peut appeler du greenwashing. Ça ne nous intéresse pas du tout. On a des établissements dans lesquels on vit des vraies expériences et on compte plutôt là-dessus et sur la vraie expérience vécue pour convaitre les touristes de revenir. Alors, je me suis un peu baladé sur votre site, Bretagne Tourisme Bretagne, pardon. Vous avez lancé une démarche, voyager responsable, voyager sans voiture. Là, ce sont des vrais séjours à la carte là, que vous proposez aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, effectivement. Alors, voyager responsable, c'est plutôt une façon de rallier sous un même emblème ceux qui sont engagés dans des démarches de qualification de leur offre, dans des écolabels, etc. Et puis, on a une démarche d'agrégation d'offres. Alors, en Bretagne sans ma voiture, ça correspond à deux choses, en fait. Un, de montrer notamment à la clientèle parisienne, une clientèle qu'on adresse, que c'est possible de venir sans voiture en Bretagne, et notamment depuis qu'on a la LGV. Voilà. C'est vraiment possible. C'est possible, c'est de plus en plus possible, et on fait tout pour que ça le soit. Et puis aussi de montrer que même pour tous ceux qui viennent en voiture, parce qu'on a quand même une grosse majorité de gens qui viennent en voiture, c'est possible, une fois sur place, de consommer ses vacances sans utiliser sa voiture personnelle. On est au début, on a un certain nombre d'offres, on espère bien qu'elles vont se développer et que ça va être de plus en plus possible de consommer le territoire sans voiture, notamment parce que ça enlève aussi une source de stress qui est parfois inutile. Quand on est dans les bouchons en vacances, ça n'intéresse personne. Alors, vous avez parlé des écolabels. On va regarder un petit... Il y a beaucoup d'écolabels aujourd'hui. Il y a une multitude. Il y a des labels indépendants, des labels, on va dire, décernés par les pouvoirs publics. Vous en avez aussi pour Label Verte ? Oui, l'écolabel européen. Voilà. Et c'est un gage de qualité vraiment pour la personne qui vient dans votre gîte, parce que tout le monde peut mettre des labels aujourd'hui, on ne sait pas trop. Alors c'est vrai que le grand public connaît assez mal la charte environnementale demandée par l'écolabel, qui est pour nous hébergeurs très très complète, surtout l'écolabel européen. Et c'est vrai que ça manque de lisibilité pour le grand public aujourd'hui. Mais nous, c'est vraiment un gage de qualité environnementale par rapport à notre démarche globale. On pourrait imaginer un label global, régional pour la Bretagne ? On n'a pas vocation à recréer de label, justement parce qu'il en existe beaucoup et que chacun choisit un peu le label en fonction de son positionnement, de ses propres atteintes, de ses propres contraintes. Mais c'est pour ça qu'on a aussi fait cette démarche. Nous, on s'appuie sur les labels pour que le grand public s'y retrouve plus facilement et quelque part, on le guide à travers ces labels en lui mettant en avant les offres qui, selon nous, remplissent des labels sérieux. Alors justement, label sérieux.
je sais pas, l'écolabel européen que vous avez, c'est un cahier des charges très contraignant, c'est des visites tous les ans, c'est comment ça se passe? Un audit tous les 2 ans et à peu près 90 critères à remplir. 90 critères. Ouais. Donc vous êtes inspecté, par exemple? Oui. Prochaine inspection, c'est dans très peu de temps, au mois de juin. C'est le temps des examens en général. Merci beaucoup, Hélène Rosé-Senet, d'être venue nous expliquer votre expérience à l'Écolodge Label Verte. La Bretagne, faut-il encore le rappeler, c'est un environnement et un patrimoine naturel exceptionnel. Alors nous n'avons ni de Puy du Fou, ni de parc d'attractions Disney, mais nous avons nos parcs naturels régionaux. La Bretagne est la première région de France en nombre d'espaces naturels protégés. Et, cerise sur le gâteau, il y a le sentier de randonnée préféré des Français qui longe tout le littoral sur près de 1800 km. C'est le célèbre GR34, le célèbre chemin des douaniers, le paradis des randonneurs. Regardez. Pointes rocheuses, côtes sauvages, dunes, plages, criques, les sentiers du GR34 sont riches en patrimoine historique. À chaque virage, c'est une nouvelle carte postale. Première étape, une randonnée vue sur la Manche, de Pinfoul à la chapelle de Saint-Sanson. Le GR34 était anciennement appelé le chemin des douaniers, des sentiers qui permettaient de sillonner la côte pour empêcher la contrebande. Aujourd'hui rénové et fléché, il fait le bonheur des randonneurs. Ce que j'aime, moi, c'est ça, c'est d'être sur la dune, les grands rochers, de regarder la mer, ce qu'on voit. Il y a un phare, le phare du Four au loin. On aperçoit Ouessant aussi. Donc, c'est les paysages qui sont quand même relativement diversifiés sur cette randonnée-là. Des balades calmes et historiques où l'on s'arrête contempler le patrimoine breton. Isolée sur la lande, cette chapelle du XVIIIe siècle, la chapelle Saint-Sanson. À quelques kilomètres de là, un paysage différent, formé de falaises abruptes, balayées par le vent et la mer. La pointe de Saint-Mathieu et sa vue imprenable sur l'Atlantique. Le cadre, c'est reposant, Et ce qui est agréable, c'est que c'est changeant. On peut passer 2 fois, 3 fois dans la semaine. On n'a jamais en fait les mêmes images, les mêmes couleurs. Quand on randonne, on active les 5 sens aussi. Voilà, et la région ici est tout à fait propice. C'est ici le bout du monde, la pointe la plus occidentale de France. Voilà de très belles images de la pointe du Finistère. Nous a rejoint Christian Capouen, le délégué régional de la Fédération française de randonnée pédestre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissez bien ce GR34. Je vais vous demander un petit exercice un peu compliqué, faire le professeur d'histoire, nous rappeler un peu l'histoire justement de ce sentier très célèbre. Le sentier GR34, c'est le sentier des douaniers. Donc c'était le sentier qu'utilisaient les douaniers pour surveiller la côte, pour éviter les invasions, les trafics en tout genre. Et c'est quelque chose donc, qui date de la période de Vauban, qui a été active jusqu'à la Révolution française, qui est tombée un peu en désuétude au niveau du 19e siècle, du 20e siècle. Qui a été laissé à l'abandon, on va dire ? Pas vraiment à l'abandon, il en restait beaucoup de corps de garde, il en restait beaucoup de tronçons, et il n'était pas un itinéraire terminé. Donc c'est depuis 50 ans à peu près, c'est ça? Alors, il y a exactement 50 ans, puisqu'on fête cette année, en 2018, son 50e anniversaire, qu'une bande de passionnés du côté de Lannion, avec Émile Aurin, qui travaillait pour Jeunesse et Sport et aussi pour la Fédération des auberges de jeunesse, a décidé de réhabiliter un tronçon complet. Alors c'est une réhabilitation au continu là, depuis 5 décennies. Ça fait 50 ans que la réhabilitation se fait et on arrive maintenant à un trajet qui est à peu près uniforme et qui suit le plus possible la côte. Du Mont-Saint-Michel jusqu'au pont de Saint-Nazaire. Pont de Saint-Nazaire, donc ça fait vraiment tout le tour de la Bretagne. Alors, on va souligner le travail et l'engagement des baliseurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des bénévoles qui travaillent... Voilà. Il y a eu d'engagement de beaucoup de points. Il y a un point qu'on n'a pas soulevé, c'est qu'on a eu une aide
énorme en 1976 par une loi qui s'appelle la loi de servitude de passage des piétons le long du littoral, qui a permis au moins un accès légal à toute la côte bretonne. Je pense que la Bretagne est la partie de France où la servitude de passage le long du littoral est le plus développée. Après, ce balisage s'est fait et ce développement s'est fait par un nombre de baliseurs. Actuellement, on en a plus de 500 en Bretagne qui continuent à entretenir et à baliser le sentier. Donc ils ont entre guillemets des ordres de mission, c'est-à-dire qu'ils ont des... Ouais, ils sont formés par la fédération, comme tous les randonneurs, comme tous les baliseurs de France. Hein, on est dans le cadre d'une fédération. Donc ils veillent au bon entretien des chemins, à la surveillance. On fait une éco-veille aussi par un système qui s'appelle Suricat. Donc il y a une éco-veille. Si on nous signale des problèmes, on intervient sur les problèmes. Quand c'est des petits problèmes, quand c'est des gros problèmes, c'est avec les collectivités locales et d'autres partenaires que les problèmes se font, comme à Erquy, où il y a eu un gros problème. Par exemple, à Erquy, ça, on sait que les randonneurs ne vont pas pouvoir refaire. Une partie du sentier. Là, ça dépasse le cadre des randonneurs. Dans la carte postale bretonne, le GR34 a une bonne place, non? Ah oui, c'est l'un des lieux de visite préférés. Même quand les gens ne savent pas qu'ils font le GR34, ils font le GR34. Le GR34. La bonne manière de pratiquer ce GR34, Christian Capoine, c'est quoi? C'est plutôt des balades à la journée, prendre le temps sur plusieurs jours? J'ai entendu des mots qui m'ont fait plaisir. Là, c'est le tourisme durable, le slow tourisme, Bretagne sans ma voiture. Bon, ben voilà, on est dans la marche, dans la randonnée, sur le GR34, on est dans tous ces critères-là. Il n'y a pas de meilleure façon de le faire. Toutes les façons sont bonnes. C'est un sentier qu'on peut pratiquer du 1er janvier au 31 décembre. On peut le faire par petites étapes, à la journée, voilà. Donc vous n'avez pas de conseils particuliers? Est-ce qu'il faut être un sportif accompli pour le parcourir? Si on le fait la journée, non. Il y a des sportifs accomplis qui le font. Hein. Nous, on a l'exemple d'un jeune qui a fait ses études au Mexique, un Breton qui est revenu là, au mois d'avril et qui va le parcourir pendant 5 mois, la totalité. Alors, on le disait justement, le GR34 fête ses 50 ans. J'ai cru comprendre que vous alliez faire un peu des parcours à la carte, des petites festivités autour de ce 50e anniversaire, des randonnées nocturnes, musicales, gourmandes. Le problème, c'était aussi de dire, voilà, le GR, ce n'est pas qu'un sentier de randonnée. C'est un sentier aussi de découverte de tout ce qu'on peut voir, de tout le patrimoine qu'on peut avoir. On a vu l'exemple tout à l'heure au niveau des écolodges. Bon, c'est pareil, toutes les déclinaisons possibles autour du sentier, avec la base, le fil rouge de sentier, seront essayées d'être présentées pendant ce mois de septembre, où on fête le 50e anniversaire, avec des randos gourmandes, des randos semi-nocturnes, des randos découvertes du patrimoine géologique, patrimoine naturel. Des gîtes nous ont proposé de faire des sorties pêche à pied aussi, en partant du GR34. Donc voilà, il y a énormément de déclinaisons possibles. Il y a des activités toute l'année, en fait. Il y a des événements toute l'année, parce qu'on vient de finir au mois d'avril la Rando Bretagne. D'autres événements sont à venir aussi, là? Oui, la Rando Bretagne continue. Il y aura une Rando Bretagne d'automne, également sur le GR34 au mois de novembre. Il y en aura d'autres randonnées dans Rando Bretagne dans d'autres départements les prochaines années. Voilà, après, c'est des choses qu'on organise au niveau de notre fédération, mais qui sont organisées par des tas de gens, entre amis, des familles. Tout le monde profite de ce GR34. Oui, c'est vraiment une activité, on va dire, grand public. Oui. Ouais, grand public. Moi, je rajouterais que en fait, la particularité, c'est que ça longe toute la côte bretonne. Donc, par essence, tout ce qui se passe en Bretagne est peu ou prou pas loin d'un sentier de GR34. Alors justement, 90% des touristes venus en Bretagne ont déjà pratiqué la promenade ou la balade à pied. 46% ont pratiqué la rando pédestre. Est-ce que les excursionnistes aujourd'hui sont vraiment des touristes à privilégier ou à bichonner aujourd'hui? Alors en fait, on a les deux. C'est-à-dire qu'en Bretagne, les excursionnistes sont souvent des Bretons eux-mêmes ou des Normands ou des Ligériens qui viennent à la journée. Ils sont plus de 4 millions chaque année à venir effectivement pour un événement musical, pour un festival, pour faire une balade dans une ville ou sur le GR34. Ils ne sont pas plus ou moins privilégiés. Le principe, c'est qu'un excursionniste est un touriste qui ne dort pas sur place. Voilà. Donc il y a les deux, et les deux coexistent, et c'est très bien comme ça. Alors sur cette itinérance Made in Braise, vous allez relancer 4 grandes enquêtes autour de la fréquentation de ces sentiers. Alors il y a la Vélodyssée, donc ça c'est plus le vélo. La fréquentation des canaux, c'est ça, des voies navigables. Vous nous racontez un peu ce que vous essayez de quantifier là, Bien de sûr. capter. En fait, ce sont des études qu'on fait assez régulièrement pour évaluer les niveaux de fréquentation
sur les véloroutes voies vertes de Bretagne qui se sont énormément structurés ces dernières années, les canaux qui sont redevenus des propriétés de la région et sur lesquels il y a une politique très forte pour renforcer la navigabilité mais aussi renforcer l'offre touristique, le GR34 qui est un lieu de fréquentation et puis la Vélodyssée qui est un itinéraire national qui passe en Bretagne et donc sur lequel on est très impliqué. L'objectif, c'est vraiment de comprendre qui sont les touristes qui viennent sur ces lieux, quelles sont leurs pratiques, effectivement, ce que vous disiez, est-ce qu'ils viennent à la journée, est-ce qu'ils viennent longtemps, est-ce qu'ils sont français, est-ce qu'ils sont internationaux, et quels sont leurs niveaux de service et leurs niveaux d'attente. Il y a aussi un enjeu, c'est que sur ces différents itinéraires, on aimerait savoir comment mieux répondre aux attentes des touristes, et il est vrai qu'on manque parfois un peu de services sur ces itinéraires, donc on aimerait savoir quels sont les bons services à leur proposer. Christian Capouen, la randonnée est plébiscitée aujourd'hui. Il y a près de 6 000 licenciés aujourd'hui en Bretagne, je crois. 16 000. 16 000, pardon, excusez-moi. 16 000 licenciés, c'est beaucoup. C'est vraiment tendance aujourd'hui, non, la randonnée ? On reste dans le durable. La randonnée, c'est l'activité physique la plus facile à faire. On prend ses chaussures, on sort de chez soi. Autour de Rennes, il y a des randonnées. Autour du GR34, il y a des randonnées. Et la Bretagne centrale est aussi un lieu riche en randonnée. Donc voilà, la Bretagne est tout de même une terre privilégiée pour la randonnée. Alors, en préparant l'émission, vous faisiez un petit appel aussi aux jeunes. C'est-à-dire que la moyenne d'âge est de 60 ans à peu près chez les randonneurs. Chez les randonneurs affiliés à la fédération, la moyenne est de plus de 60 ans, 63 ans je pense cette année. Mais c'est sûr que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les randonneurs, ce ne sont pas toujours des gens qui sont dans des fédérations, c'est beaucoup maintenant de gens qui le font en famille, en couple. C'est pour ça que l'enquête est très intéressante, parce que ça permettra vraiment d'affiner des choses qu'on pense savoir, mais qu'on ne sait pas vraiment parce qu'on n'a pas de chiffres, on n'a pas de chiffrage. Et ce que disait Audrey est très intéressant aussi, c'est que leurs attentes, et c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir pour justement pouvoir y répondre. Mais justement, qu'est-ce que peut faire la Fédération de randonnée pédestre justement pour répondre à cette attente ? Puisque voilà, vous n'avez pas non plus des moyens... Non, mais on a des moyens humains et je pense que là, on est dans l'humain. Si... on peut très très bien faire avec les moyens modernes des randonnées, avec les smartphones, avec des applications. Et on peut très très bien le faire aussi avec des gens locaux. Et ça, c'est tout de même un plus. Si vous allez faire la pointe, là vous avez vu la pointe Saint-Sanson et la pointe Saint-Mathieu. Si vous faites avec des gens locaux, ils vont vous dire les îles que vous voyez. Si vous voyez, là on voyait Ouessant un peu, ils vont vous dire non, ça c'est pas Ouessant, c'est Molène. Ça c'est Kéménès, la petite île où il y a des jeunes qui se sont installés dessus. Voilà, c'est toute cette connaissance qu'on peut avoir avec l'humain. Donc là, l'humain, pour nous, est important dans la pratique de la randonnée. Il y a une cartographie aujourd'hui de la randonnée en Bretagne, on peut le dire. De la randonnée, non. En fait, sur le GR34, on n'est pas justement sur des profils de randonneurs, on est sur des profils de randonneurs, mais aussi de gens qui viennent juste se balader. Et donc, c'est vraiment ça qui est important pour nous, c'est de savoir comment eux vivent cette expérience. Et une expérience, elle n'est pas forcément sportive, elle peut être juste de loisirs, elle peut être... musicale, elle peut être plein de choses différentes. Donc là, ce qu'on veut, c'est profiter de cet itinéraire pour créer de multiples expériences touristiques pour des touristes. Il y a des tours opérateurs aujourd'hui qui se positionnent sur ces randonnées ? Alors bien sûr, il y a des tours opérateurs qui proposent en France comme à l'étranger des itinéraires, des programmes, des séjours sur 3, 4, 5 jours, une semaine ou plus pour découvrir la côte bretonne via le Sentier des Douaniers. Christian Capouen, 1800 km à peu près le chemin, 2000 km le chemin des douaniers. Votre endroit préféré en Bretagne? Je vais vous dire Votre vue imprenable préférée? Je vais vous dire Penvénan, parce que c'est tout de même un peu mon pays. Mais non, tous les endroits sont beaux et tous les endroits sont différents. Ce qui est intéressant, c'est que tous les endroits... Là, je passe une semaine dans le golfe du Morbihan, c'est très très intéressant. Si on va faire la pointe Crozon, les images, c'est en général Crozon qu'on fait passer comme image, parce que c'est vraiment très intéressant. Mais des endroits un peu plus sauvages, comme la presqu'île sauvage avec le sillon de Talbert, ou les Abers sur la côte nord de la Bretagne, c'est des endroits à découvrir. Vous nous donnez envie. Merci beaucoup, Christian Capouen, d'avoir répondu à notre invitation. On va poursuivre notre tour de Bretagne du tourisme. Nous étions côté mer, là, avec justement une très belle vue sur la mer, un balcon sur la mer avec le GR34. Le reportage qui va suivre nous amène dans le Morbihan, un peu plus à l'intérieur des terres. Mais nous restons au bord de l'eau, puisque la Bretagne compte en effet 600 km de canaux et de voies navigables. Un vrai potentiel pour des activités sportives et de loisirs, notamment grâce au développement des gîtes de pêche. C'est une nouvelle offre, regardez. Dans le nord-est du Morbihan, la vallée du Scorff offre un écrin de verdure des plus bucoliques. Ici règnent les chants des oiseaux, le bruissement de l'eau et souvent aussi les bruits des cannes à pêche en action.
La famille Regulski arrive de Bordeaux. Plusieurs fois par an, enfants et grands-parents viennent ici passer leurs vacances. Car ce qu'André aime avant tout, c'est la pêche au carnassier. Alors l'idéal, c'est de pêcher en remontant, comme ça, en remontant, tu poses devant la souche. La truite est dessous, elle ne te voit pas. Là, tu as des chances. Mais si elle te voit, c'est fini. Tu n'attraperas pas une truite qui t'a vu. Armé de sa canne, André passe une bonne partie de ses journées à traquer le poisson. Ben, moi, le plaisir, comme tu dis, c'est un peu la chasse. Ça prend à de la chasse. C'est difficile. Ça, c'est l'intérêt. Dans le Scorff, les pêcheurs peuvent espérer attraper des truites, des aloses, mais aussi des saumons sauvages, ce qui en fait un spot très prisé. J'ai fait toutes les villes, tous les coins truites de France. Et c'est celui que je préfère, parce que déjà, j'aime bien la Bretagne. Et puis c'est une rivière, c'est une vraie rivière, sauvage. Essaye de lancer plus là-bas, regarde, tu vois. Sa passion, André aime aussi la partager avec ses petits-enfants. Voilà. Baisse ta canne, voilà, baisse ta canne. Maxime fait ses premiers pas dans la discipline. Tu moulines moins vite. Mais son grand frère, lui, est déjà bien aguerri. J'en ai loupé quelques-unes. Ah, mais tu l'as pas attrapé? Non, elles sont décrochées toutes. Ah bon? Pas de chance. Ah, mince. Ah. Mais maintenant, je commence à trouver la technique pour les attraper. Et ça fait combien de temps qu'on vient? Je sais pas, ça va faire 3 ans. Ouais. Ça va faire la 7e fois qu'on vient ici et on n'est pas déçus. Moi. Même si on n'attrape pas, moi, ça fait plaisir de venir, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien me balader tout seul dans les bois et tout. Moi, je trouve ça agréable, le silence et tout. Moi, j'aime bien. Allez, on y va. Et en 5 minutes, hein. Ah ouais? Oui. Quand la partie de pêche est finie, c'est direction le Moulin Neuf. Dans cet hébergement, la famille a trouvé un lieu parfaitement adapté à son loisir. Alors ça, c'est une pièce, bon, on fait ce qu'on veut, hein, on peut manger, il y a une petite cheminée, on peut faire des grillades, mais nous, on s'en sert comme entrepôt pour le matériel, parce qu'on a beaucoup de matériel. Avec ses commodités et son emplacement idéal, le Moulin Neuf a gagné la qualification gîte de pêche délivrée par la Fédération départementale. Un label testé et approuvé par la famille Regulski. La rivière, elle est authentique, et puis le gîte, il est sympa. Le gîte, on a la rivière à 30 mètres, là, et puis on a de la place, voilà, on est les pieds dans l'eau. Hein. Il y a des sentiers partout pour pêcher, c'est bien, c'est très accessible aussi. Tu peux boire l'apéro et regarder ton gamin pêcher dans la rivière. Là. Le paradis du pêcheur, en somme. En plus de son littoral, la Bretagne offre une diversité de cours d'eau et de lacs qui attirent chaque année des milliers de passionnés. Voilà, la pêche en Bretagne, c'est pas seulement l'eau salée, c'est aussi l'eau douce. Hein. La Bretagne, ce sont aussi d'innombrables cours d'eau, de rivières. Là aussi, c'est une nouvelle carte à jouer pour notre région. Le tourisme fluvial, on va l'appeler, c'est comme ça? Tout à fait, d'autant que les canaux sont redevenus régionaux et donc il y a une vraie position de la région de développer le tourisme autour de ces canaux. Alors le tourisme et l'excursionnisme, en tout cas de re-rendre ces canaux navigables et d'en faire des lieux de vie. Alors on sent dans le reportage qu'on vient de voir là, une ambiance paisible, la lenteur. On appelle ça le slow tourisme aujourd'hui. Hein. C'est aussi un tourisme que vous voulez développer? En fait, disons que c'est plutôt le positionnement qui a été choisi. C'est de dire, en Bretagne, quand on vient pour prendre son temps. Alors ça peut être à la fois sur le ressourcement, sur la découverte des produits gastronomiques, sur la balade sur le littoral, la nature, enfin tout, mais on prend son temps et on prend le temps d'être bien. Ça correspond aussi au type de séjours qui sont choisis pour la Bretagne. On est plutôt sur des temps longs ou des courts séjours en général? Aujourd'hui, on est plutôt sur des clientèles familiales qui viennent essentiellement l'été sur des temps assez longs, 1 à 2 semaines, voire plus. Donc ça, c'est une tendance qui est la tendance de fond. Par contre, ce qu'on a de plus en plus, c'est des gens qui viennent pour des courts séjours, notamment dans les villes pour le patrimoine ou dans les villes du littoral, beaucoup aussi. Alors quand on voit le développement des gîtes de pêche, là, c'est un tourisme qui peut se décliner tout au long de l'année. C'est ça l'avantage. Ah, tout à fait. Et qui permet effectivement d'être moins sur la saison estivale, mais d'aller plus sur les bords de saison, voire complètement hors saison. Alors, il est temps de passer à la petite pause humour de l'émission. C'est une tradition. Chaque mois, notre dessinateur Loïc Schwartz nous propose une illustration sur le thème de l'émission. Alors regardez,
On parle du tourisme vert. Alors, il fait vraiment une allusion à l'actualité avec Notre-Dame-des-Landes, puisqu'on voit cette famille-là qui est en plein cœur de la ZAD, la zone actuellement soumise à une évacuation. La ZAD, pourquoi pas, une nouvelle destination touristique. Alors, je voudrais que l'on parle de la Bretagne de l'intérieur, parce que c'est vrai que dans les campagnes de promotion, pendant longtemps, c'est la Bretagne du littoral qui était mise en avant. On a l'impression qu'aujourd'hui, le cœur de la Bretagne a pris conscience de ses atouts. On va regarder tout de suite un petit clip qui est diffusé actuellement dans les médias et qui vante justement les atouts du centre-Bretagne. Voilà, cœur de Bretagne. Il y a quelques années, on n'aurait pas vu ce type de clip, là, de promotion, là. Sans doute pas, effectivement. Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, c'est le fait que c'est un territoire qui voit qu'aujourd'hui, il peut se positionner et plaire à certains touristes. C'est aussi, je pense, une stratégie régionale et des territoires, de l'ensemble des territoires bretons, qui se sont dit qu'il y avait un intérêt à valoriser le tourisme au centre-Bretagne. Alors, on l'a évoqué autour des canaux, parce que ça, c'était quand même un fer de lance un petit peu pour traverser la Bretagne intérieure et se dire qu'il y avait une offre touristique à y développer. Et puis aussi parce que l'itinérance, de manière générale, est redevenue une vraie façon de vivre ces séjours, enfin, qui existe de plus en plus. Et donc, du coup, l'idée non plus qu'on va rester au même endroit, mais qu'on va pouvoir être itinérant au sein du territoire, fait que certains territoires se disent qu'ils vont pouvoir montrer une diversité d'offres. Alors, quand on parle de la Bretagne de l'intérieur, on peut même dire que les habitants de ce territoire breton n'avaient pas pris conscience aussi de la séduction que pouvait opérer leur environnement sur une clientèle extérieure, étrangère. Tout à fait, il y a souvent beaucoup de... Mais c'est pas propre à la Bretagne, c'est vrai de tous les territoires. On se rend souvent peu compte du potentiel touristique du territoire dans lequel on vit, parce qu'on se rend pas compte que ce qu'on voit tous les jours, ça peut intéresser plein de gens. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des clientèles internationales, les châteaux, l'aspect un peu médiéval, les phares par exemple, sont des choses qui attirent énormément les touristes. Mais un Breton, quand il voit un phare, il trouve ça normal. Voilà, donc ça permet de se rendre compte de son potentiel, parfois d'aller regarder ailleurs. Est-ce que vous avez ciblé justement la clientèle touristique qui était attirée par cette Bretagne de l'intérieur, cette Bretagne du tourisme vert? Alors en fait, elle n'est pas que tourisme vert, parce que ce qu'ils mettent aussi en avant, c'est les festivals comme les Vieilles Charrues, c'est d'autres offres touristiques très fortes. Non, il n'y a pas de spécificité. C'est une clientèle qui est quand même familiale, toujours, qui reste plutôt sur du long séjour. Et on a plus proportionnellement de clientèle internationale sur la Bretagne intérieure qu'en proportion sur le littoral. Le littoral reste quand même à 77% le lieu de fréquentation des touristes. Donc, voilà. Alors, nous arrivons au dernier reportage de cette émission. Audrey, il nous restait le département des Côtes-d'Armor à proposer comme destination. Nous allons nous rendre à Carnouët, au cœur de la vallée des Saints. C'est un projet fou imaginé par un professeur de philosophie, Philippe Abjean. Son pari, rassembler sur un même site des sculptures monumentales représentant les saints bretons. Depuis sa création en 2008, 1 million de visiteurs se sont déjà déplacés. La Bretagne a trouvé une locomotive pour le tourisme et aussi un lieu de résidence pour les artistes. Regardez. Depuis quelques jours, la vallée des Saints résonne des bruits du chantier. Les sculpteurs sont de nouveau à pied d'œuvre pour faire émerger du granit les statues, numéro 95 à 99. Et cette semaine, ils ont été rejoints par leurs collègues de Cornouailles-Anglaise, Stéphane Rouget et David Patton. Le duo a le privilège de créer la 100e Saint-Piran, qui rejoindra en grande pompe le site l'été prochain. Pour l'heure, Stéphane et David préparent le socle sur place, l'occasion de rencontrer les visiteurs. Le public vient, mais pas autant que chez nous. On est plus ouvert au public puisque c'est une petite carrière, alors que là il y a quand même une barrière, ce qui permet aussi de se concentrer un peu plus. Ils sont pas à vous poser des questions, mais ils sont là. C'est bien aussi, ça fait partager, mais d'une façon moins directe. Il est vrai que vu la fréquentation, si l'accès au chantier était totalement libre, les statues n'avanceraient guère. L'an passé, ils étaient près de 400 000 à venir déambuler entre les géants de pierre. Cette année, pour les 10 ans, ils devraient être encore plus nombreux. Il faut faire le tour de la statue.
parce que sur les côtés ou alors à l'arrière, il peut y avoir aussi des petites choses à regarder, il peut y avoir des détails et qui sont importants pour comprendre le personnage qui est représenté. Cet après-midi, ce sont les enfants du centre de loisirs de Bourbriac qui découvrent le lieu. Amandine mène la visite, distillant des informations sur l'histoire de la vallée et sur les saints eux-mêmes. Mais pour la plupart des visiteurs, c'est au gré de leurs envies que se fait la promenade. Ouverte toute l'année, la vallée des Saints est accessible gratuitement, chacun à son rythme, en toute liberté. C'est très étonnant. À notre époque, c'est très étonnant effectivement de trouver un endroit où on peut circuler gratuitement, librement. Et après, je pense qu'il doit y avoir des petits explicatifs à la boutique et c'est très bien. Moi, je salue vraiment le travail de tous ces sculpteurs. On ne veut rien imposer aux gens parce que la vallée des Saints a cette force d'être multi-axe. On peut venir pour se balader, pour la culture, pour l'histoire, pour le spirituel, pour ce qu'on veut. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Chacun doit s'approprier le projet comme il le souhaite. Là se trouve sans doute l'une des clés du succès de la vallée, un succès célébré tout l'été avec l'arrivée de Saint-Piran. Après avoir traversé la Manche, la statue débarquera à Paimpol le 12 mai. Un Trobriez, un Tour de Bretagne l'attend ensuite avant de venir s'ancrer auprès des 99 autres statues. Ce sera à la fin du mois de juillet. Alors je disais tout à l'heure, on n'a pas de Puy du Fou, on n'a pas de parc d'attractions, de grands parcs d'attractions. Avec la vallée des Saints, on a notre île de Pâques. C'est quand même pas mal, non? Oui, c'est un très beau projet, effectivement, qui crée un engouement assez incroyable depuis plusieurs années. Beaucoup de visiteurs, bretons essentiellement, mais de plus en plus aussi français et internationaux. C'est un beau projet coopératif et... Alors, ça a été lancé par un particulier, un professeur de philosophie. Est-ce que vous êtes aussi dans la prospection actuellement pour découvrir des lieux un peu insolites, des lieux qui ne sont pas connus même des Bretons, qui ne seraient pas connus de notre région? Alors, au quotidien, nous, on essaye, en tant que comité régional, justement, d'identifier des pépites sur le territoire. On les connaît bien. Après, on essaie de leur donner de la visibilité. C'est aussi en fonction de ce que les acteurs ont envie aussi eux-mêmes de montrer de leur territoire. Donc effectivement, au quotidien, on cherche surtout des événements, des actualités qui permettent de donner de la visibilité à des choses un petit peu insolites, qui permettent de créer une urgence de visite pour les touristes et de leur dire « venez maintenant parce que l'expérience à vivre, elle est maintenant et elle ne sera plus là demain ». Alors, c'est notre minute promo. C'est ça. Pourquoi faudrait-il venir en Bretagne cet été ? Pour résumer. Pourquoi venir en Bretagne? Parce que 2700 km de côtes, des côtes découpées, des événements incroyables, de la musique, des le conseil que vous pourriez donner à des gens qui ne savent pas trop où ils vont aller cet été, le sud-ouest, la Méditerranée, la Bretagne, pourquoi ils viendraient en Bretagne? Alors déjà parce qu'il y a beaucoup moins de monde, qu'il fait très beau, de plus en plus. Qu'il y a plein d'activités, qu'il y a des festivals. Oui. Nous sommes début mai, on se donne rendez-vous dans 2 mois. Non, qu'il y a plein de festivals. En fait, souvent, les gens pensent qu'on s'ennuie en Bretagne, et c'est faux. Il y a plein de choses à y faire. Il y a plein d'activités, et c'est pour ça que c'est difficile peut-être d'en cibler une plus que les autres. C'est que où que vous alliez, il y aura toujours quelque chose à faire. Merci beaucoup Audrey, merci. Je renvoie à je renvoie à ceux qui nous regardent, un site web très complet, c'est celui de Tourisme Bretagne, www.tourismebretagne.com, site qui est proposé par le comité régional de tourisme, qui est très complet. Il y a plein d'idées de balades, plein d'idées de séjours. Des expériences à vivre extraordinaires, des balades nautiques hors du commun. On peut vraiment avoir un séjour à la carte aussi aujourd'hui. C'est justement ce qui est souhaité, c'est-à-dire l'hyper-personnalisation, que chacun compose le séjour dont il a envie. Merci beaucoup Audrey, merci d'avoir accepté d'être le grand témoin de cette émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site web justement, bretagne.france3.fr. Vous pouvez également réagir bien sûr sur nos réseaux sociaux. Et bien d'avance, on vous souhaite de très bonnes vacances en Bretagne bien sûr. Merci pour votre fidélité, les programmes se poursuivent sur France 3.